Salut, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo on va parler de quand est-ce qu'on doit passer de la revente au détail, du dropshipping, où on fait expédier des produits pour tester eh bien comme je vous ai expliqué dans une première vidéo sur le dropshipping, tester un produit. Au final le dropshipping c'est le pied quoi, j'ai envie de dire, on prend pas de risque. Il y a beaucoup de gens par contre qui restent dans le drop même une fois que ça tourne. Alors pourquoi pas, mais quand on commence à développer sa marque, quand on commence à avoir bien des commandes récurrentes, etc., ça peut être intéressant de faire du stock. Donc là j'ai une question sur Instagram, je crois, je vais vous la lire. Salut Cédric, je voulais juste te demander, est-ce que tu pourrais faire une vidéo à partir de quand il faudrait faire du stock? Marvin. C'est une excellente question. Je vous parlerai de l'Égypte après, encore d'ailleurs du voyage en Égypte, un petit peu comme hier si ça vous intéresse, pour ceux qui sont intéressés pour voyager en Égypte. Mais d'abord question donc business, on va parler business. Alors Marvin, c'est une très bonne question effectivement, parce que il y a beaucoup de gens voilà, qui se disent je vais rester dans le drop, je vais tester d'autres produits, je vais faire d'autres choses, etc. Ils partent un petit peu dans tous les sens, alors que effectivement s'ils faisaient du stock sur des produits qui vendent bien, ils pourraient bien doubler, tripler leur marge sans trop se fatiguer quoi, tout simplement. Mais alors à quel moment on sait que ça marche? À partir du moment où tu as des pubs qui tournent et qui sont régulières. Les pubs, quand on les scale, on les monte, au bout d'un moment on atteint un certain plateau. Alors quand on atteint des plateaux et parfois on redescend, souvent c'est la créative qu'il faut renouveler. N'oubliez pas de renouveler, de changer vos créatives. Vous voyez, quand une pub elle a été vue 4 fois par la même personne, quand une audience on commence à l'avoir rincée, on peut changer la créative et continuer, et ensuite on a les lookalikes, etc. Mais on commence à avoir une certaine stabilité. Quand on commence à avoir une certaine stabilité et qu'on est, comme je l'expliquais dans les formations, sur un produit evergreen, c'est-à-dire que bien ça va continuer à tourner, c'est pas un produit saisonnier qui va se casser la figure, c'est pas une tendance qui va se casser la figure. Je sais pas, moi des gilets jaunes pour les voitures, on en parlait hier. Les gens ils vont toujours en avoir besoin, c'est obligatoire par la loi en France, et donc il y a toujours des gens qui achètent des nouvelles voitures, il y a toujours des gens qui ont besoin de leur gilet sécurité, de leur éthylotest, de leur triangle rouge, etc. Là on est sur de l'evergreen, d'accord? Mais quand on est sur ça et qu'on a quelque chose qui tient la route, qui est régulier, on peut commencer à faire du stock tout de suite, parce qu'on sait que les gens ils vont continuer d'acheter des voitures, que ce soit des électriques ou des essences ou des diesels ou n'importe quoi. Les gens ils vont continuer à acheter des triangles rouges, les gens ils vont continuer à avoir l'éthylotest. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire, ils n'ont pas le choix. Et même s'il y a des petites fluctuations dans les ventes de voitures, on sait qu'on va avoir des clients, on connaît nos pubs, on connaît aussi, ça c'est très important, nos gains. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? On connaît bien la valeur qu'un prospect rapporte sur le moyen, sur le long terme, etc. On est rodé. Et à partir du moment où on est rodé sur un produit, tout simplement, on peut commencer à faire du stock, il n'y a pas de souci. Commencez plus petit, c'est-à-dire que vous pouvez faire une période de transition. Vous continuez en dropshipping, mais vous alimentez en stock. Et vous prenez moins de pièces, par exemple, que si vous prévoyez pour 3 mois, 1 an. D'accord? Mais ça vous permet de faire des tests en même temps. Et quand vous avez certains clients qui ont un souci, par exemple, avec leur produit, et qui font un retour et que vous voulez leur en expédier un autre, par exemple, on vous dit ok, on vous le change, le plus facile du coup c'est de l'expédier depuis votre stock. Et là les gens ils se disent ok, ils avaient mis 3 semaines pour me livrer la première fois, ou enfin 7 jours si vous travaillez avec des lignes directes ou en e-packet, etc. Et la page je le reçois en 24-48 heures. Ok, on a du service client, on a de la valeur ici, les gens ils vont en parler autour d'eux, ça fait de la pub, ça fait du marketing gratuit et l'un des plus efficaces ici, le bouche à oreille. Donc vous pouvez vraiment commencer rapidement à faire du stock. Là aussi, encore une fois, même si vous n'êtes pas encore rodé, mais vous savez que vous allez faire à peu près 30-40 ventes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous savez que vous allez continuer à tourner un petit peu, même si ça fluctue, même si ça redescend, etc. Vous savez actuellement à combien vous en êtes. Et dites-vous, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un petit peu de stock? Alors on a deux manières de faire du stock, d'accord? On peut commencer avec les dropshippers, c'est-à-dire que plutôt que de commander une pièce et de l'envoyer chez le client, vous en commandez 10 ou 20 et vous les envoyez chez vous, et ensuite vous faites l'expédition depuis chez vous. Vous essayez de renégocier le prix, vous allez gagner au niveau du prix avec le vendeur, par exemple sur AliExpress ou un autre, on n'est pas obligé d'utiliser AliExpress. Vous allez y gagner aussi en frais de transport éventuellement, etc. Et vous vous rattraperez là-dessus, d'accord? Un colis en GLS, ça dépend après de vos marges, etc. Mais un colis en GLS en France, ça coûte 5 € quoi. Donc c'est à vous de faire ce calcul-là. Mais le plus important de toute façon, c'est de vous poser la question. Ce qui est très intéressant dans cette question-là, c'est que la personne, elle est en train de réfléchir. Elle n'est pas restée bloquée dans le truc, je suis un dropshipper, je fais du dropshipping. On a quelqu'un qui va avancer, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à d'autres solutions pour gagner en marge, pour gagner en délai, pour gagner en satisfaction, etc. Et c'est ça au final le plus important. Peu importe la stratégie que vous choisissez d'adopter, si vous avez envie ou pas de vous faire du stock. Mais l'important, c'est de se poser des questions comme ça, se poser les bonnes questions. Je pense que Marvin, il ira loin. Donc voilà, faites du stock dès que vous pouvez, quand vous êtes sur un produit evergreen,
figurines et que vous commencez à être rodé. Maintenant l'Égypte, je vous ai dit que je vous en retoucherai quelques mots. Alors dans la vidéo que vous avez vue hier, eh bien j'expliquais le premier jour sur place, les pyramides, etc. Mais je vous ai pas tout raconté. On est rentré ensuite à l'hôtel dans l'après-midi et le soir on est ressorti pour se faire un resto. Alors la bouffe égyptienne, qu'est-ce que c'est ça la bouffe égyptienne? C'est des pois chiches, des crêpes là, des espèces de pain plat. Comment ça s'appelle, je sais pas. Mais beaucoup de pois et de sauce. Honnêtement, j'ai pas été super fan. Le premier jour, alors il y a des choses que j'ai bien aimé, je vais vous parler de ce que j'ai bien aimé et puis de ce que j'ai aimé moins. On a mangé du koshari. Le koshari dans le premier resto qu'on s'est fait, on s'en est fait un autre après, c'était meilleur. C'était moyen, mais c'est intéressant comme concept. On a du riz, des pâtes, deux types de pâtes d'ailleurs mélangées ensemble et ça fait bizarre de voir du riz et des pâtes ensemble. Ça doit pas être très bon pour le diabète, la glycémie, tout ça, mais c'était pas mal avec une sauce. On peut rajouter de la sauce tomate et puis des épices, etc. Ils ont eu du bon piment d'ailleurs, on a découvert du bon piment un peu après. Quoi qu'il en soit, voilà, le koshari, un plat typique égyptien, c'est très riche en glucides. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les marchis. Alors ça par contre j'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas expliquer c'était quoi, c'était fait comment, mais je vous mets un lien dans la description avec ces différents plats ici. Ça vaut le coup, ça c'était super bon, j'ai adoré. Il y a un autre truc que j'ai pas aimé qui était un plat typique avec une espèce de soupe verte un peu gluante. Là aussi je vous remettrai le nom de cette soupe verte gluante dans la description. Ceci étant dit, on était dans un des restaurants les plus classe, je pense, de la ville. C'était très classe, en tout cas le cadre était très sympa, c'est très joli, mais j'ai pas été super fan. Moi j'aime bien quand c'est épicé déjà avec du piment, j'aime beaucoup la cuisine asiatique, mais bon voilà pour la bouffe. Donc les premiers jours, les derniers jours après, bon, c'est fait plus de viande avec notamment kebab, kefta, les pigeons aussi, on a goûté ça, enfin bon. Sinon voilà, ouais, on s'y fait quoi, on a mangé que du local, on s'est forcé à manger égyptien tous les jours, mais à la fin c'est vrai que c'était un petit peu dur. Donc la bouffe égyptienne moyen. Donc il y a des choses que vous connaissez forcément, qu'on a aussi en France, hein, au niveau de la nourriture des pays arabes tout simplement. Donc kebab, je vous en parlais, hein, kebab, kefta et compagnie. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Et ensuite, le jour suivant, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait le complexe religieux donc du Caire. Et là, j'ai été épaté de voir donc dans un périmètre très restreint, mosquée, synagogue, église et compagnie. Je vous montre quelques images. D'ailleurs, pour revenir sur la bouffe, on s'était fait falafel. Ça c'était pas mal du tout, les falafels. Et hawashi. Hawashi, c'est une espèce de sandwich à la viande hachée. Super bon, ça m'a fait penser à ce qu'on avait mangé à Xi'an il y a quelques mois, 2 mois, 3 mois, quand on était en Chine. Le zhoujiabing, c'était tout simplement une crêpe, une espèce de crêpe dans laquelle on avait bien de la viande hachée. Et là c'était pas mal, un peu trop d'huile quand même. Un peu gras. Et ensuite le soir on s'est fait du shopping. Alors là c'était pas c'est pas typique, donc c'était le Mall of Egypt. On est allé à Zara et à Carrefour, enfin bon, des trucs comme ça je vous raconte pas. Ouais, c'était vraiment sympa, Donc ça nous a permis en 48 heures de nous faire une première idée de l'Égypte
l'Égypte à la fois ancienne, pharaonique, j'ai envie de dire, plus récente avec les différents types d'églises, complexes religieux, architecture, etc. La nourriture et aussi bien la modernité avec le quartier un peu plus huppé à proximité du Caire et puis les malls, tout ce qui est hyper moderne. C'était marrant, on a vu dans le Carrefour d'ailleurs que les promotions c'était de la folie. Alors je sais pas comment c'est en France, ça fait longtemps que je suis pas allé en France, mais je pense qu'on est moins comme ça. Dès qu'il y a un truc en promotion, les gens ils se précipitent dessus même s'ils en ont pas besoin quoi. Ils achètent, tu vois les gens qui font toutes les têtes de gondole et puis qui prennent tout ce qui est en promo. Voilà, donc c'était marrant. Mais bon, ça c'était la société de consommation. On sort vraiment de l'Égypte plus touristique, plus sympa comme moi je l'aime en tout cas. Bon, on a acheté un manteau à Zara, des trucs comme ça. On avait besoin de quelques vêtements supplémentaires parce que le matin il faisait un petit peu frais. On est sur des températures un peu similaires à la Thaïlande en décembre, on va dire, en novembre-décembre. Là il commence à faire frais ici aussi d'ailleurs, donc là je suis à Pattaya, ça se rafraîchit. Voilà pour notre deuxième jour en Égypte et ces quelques images. Je pense que je vous ai montré bien tout ce qu'on avait fait le second jour. Donc je vous dis à demain pour une autre vidéo dans laquelle on fera pareil, business, et je continue à vous parler un petit peu de l'Égypte si ça vous intéresse bien sûr. Ciao, bonsoir.